Imaginez un casse silencieux, oui, mais d'une ampleur absolument colossale. Chaque année, des milliards de dollars sont tout simplement dérobés au Trésor américain. Alors aujourd'hui, on va s'appuyer sur une enquête assez explosive du Sénat pour plonger au cœur de ce système. Un système secret d'évasion fiscale offshore. Et on va essayer de comprendre comment ça marche, d'en révéler les rouages. 100 milliards de dollars. Voilà, c'est le chiffre. C'est le montant absolument stupéfiant que le Trésor américain perdrait chaque année, juste à cause des combines fiscales offshore. C'est une somme vraiment colossale qui est siphonnée de l'économie, comme ça, par un système qui est, on va le voir, très bien rodé. Et pour bien mesurer la gravité de la chose, il suffit d'écouter le sénateur Carl Levin, celui qui a mené l'enquête. Il a dit, et je cite, les paradis fiscaux mènent une guerre économique contre les États-Unis. C'est une déclaration choc, hein. Ça ne laisse aucune place au doute. On ne parle pas là de simple optimisation fiscale. Non, c'est une attaque frontale, pure et simple, contre l'économie du pays. Alors la question c'est, comment est-ce que ce cas s'est organisé? Eh bien, une enquête du Sénat a justement réussi à percer ce qu'ils ont appelé le cercle de fer du secret. Et grâce à ça, on peut voir vraiment, pièce par pièce, comment ces milliards de dollars finissent par échapper au fisc. Et au cœur de cette machine à secret, l'enquête a mis le doigt sur deux acteurs principaux. Deux gardiens du secret, si on veut. D'un côté, la banque LGT du Liechtenstein, et de l'autre, le géant suisse UBS. Et là, le contraste est assez frappant. On a d'un côté LGT, une petite banque privée très exclusive qui appartient à la famille royale du Liechtenstein. Elle est carrément décrite comme une partenaire consentante de l'évasion fiscale. Et de l'autre côté, on a UBS, un monstre, un des plus grands gestionnaires de fortune au monde. Vraiment, deux profils radicalement différents. Et pourtant, l'enquête a révélé qu'ils jouaient tous les deux un rôle absolument central pour faciliter cette fraude à très très grande échelle. Juste pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, regardons UBS. Juste eux. On estime qu'ils avaient quelque chose comme 19 000 comptes non déclarés pour des citoyens américains. Et la valeur totale des actifs sur ces comptes, on peut se le demander ? Près de 18 milliards de dollars. 18 milliards. Et attention, hein, ce n'est qu'une seule banque. En fait, ce que l'enquête a mis au jour, c'est un véritable manuel de la dissimulation. On parle de méthodes qui relèvent plus de l'espionnage que de la finance, franchement. Le tout conçu pour une seule et unique chose, devenir complètement invisible. Alors, ce manuel de la ruse, il ressemble à quoi? Allez, on regarde. Première étape, la clandestinité. C'est simple, on utilise des noms de code pour les clients et on les appelle depuis des cabines téléphoniques publiques. Deuxième étape, le déguisement. Là, on crée des sociétés écrans, des trusts bidons, tout ça pour masquer l'identité des vrais propriétaires. Troisième étape, on brouille les pistes. L'argent va passer par ce qu'on appelle des sociétés de transfert, juste pour rendre son parcours impossible à suivre. Et enfin, la quatrième étape, échapper à la capture. Les banquiers reçoivent des ordinateurs cryptés, une formation pour détecter s'ils sont surveillés par les autorités. Bref, un système super méthodique et qui est orchestré par les banques elles-mêmes. Bon, mais tout ça, ce ne sont pas juste des tactiques sur le papier, hein. Non, non. L'enquête a trouvé des preuves accablantes de leur mise en pratique. Alors, voyons un peu comment ces méthodes se traduisent dans le monde réel. Ok, premier exemple. On va prendre l'astuce des sociétés fictives. Et on va voir comment une tactique, qui sort tout droit du manuel, a été appliquée dans un cas bien réel. Alors, voilà le cas de la famille Wu. La banque LGT a aidé Monsieur Wu à organiser ce qu'on peut appeler une vente fictive de sa propre maison à New York. Et l'acheteur, c'était qui? Eh bien, c'était une société offshore que Monsieur Wu contrôlait lui-même en secret. Le résultat, il est simple. Du point de vue du fisc, il n'était plus propriétaire de sa maison. C'était complètement invisible. Passons à une autre astuce clé de ce manuel, les noms de code. Là, le cas de la famille Marsh est particulièrement parlant. Ils avaient 49 millions de dollars, répartis dans 4 fondations au Liechtenstein. Et la consigne de la banque LGT, elle, était très claire. Pour prendre contact, il fallait utiliser le nom de code ami de JN. Évidemment, ces comptes n'ont jamais été déclarés au fisc américain. Et tout ça, ça nous amène à une question, qui est assez fondamentale au fond. Pourquoi est-ce que 19 000 Américains iraient ouvrir un compte chez UBS en Suisse, alors qu'ils pourraient très bien le faire aux États-Unis? La réponse, franchement, elle est évidente. D'un côté, on a un système réglementé, transparent. De l'autre, un système secret, opaque, non déclaré. Ce que ces clients achetaient en allant en Suisse, ce n'était pas un meilleur service bancaire. Non, c'était le secret. Point. Sauf que voilà, même les murs du secret les plus épais finissent par se fissurer. Un lanceur d'alerte, un insider, a allumé la mèche.
Et ça a déclenché une véritable réaction en chaîne. Et ça a surtout marqué le début de la riposte des autorités. Et cette riposte, elle s'est organisée sur plusieurs fronts. D'abord, un employé de LGT a balancé des données sur les clients aux autorités fiscales du monde entier. Ensuite, le département de la justice américain a poursuivi un banquier suisse, c'était une première historique. Puis, le fisc américain a sorti une assignation spéciale pour forcer UBS à donner les noms de ses clients américains secrets. Et pour finir, le Congrès a commencé à travailler sur une loi pour tenter de mettre fin à tout ça. Il faut comprendre que pendant des années, ces banques et leurs clients se sentaient totalement intouchables. C'est le sénateur Norm Coleman qui a rapporté cette anecdote. Un banquier étranger avait un conseil tout simple pour son client américain un peu inquiet. Il lui a dit « Ne réveillez pas le chien qui dort ». Eh bien, le point crucial aujourd'hui, c'est que les chiens, justement, ne dorment plus. Ils sont bien réveillés. La vraie question qui reste, celle qui est au cœur de tout cet enjeu, c'est de savoir si leur morsure sera à la hauteur de leurs aboiements. Autrement dit, est-ce que toutes ces actions en justice, ces nouvelles lois, est-ce que tout ça suffira vraiment à changer une culture du secret et de l'évasion qui est si profondément ancrée ?